Ceci raconte une injustice. Salem, 1692. Abigail découvre le corps sans vie de sa mère que les draps baignés de son sang ne parviennent à dissimuler. Un membre de sa famille de plus, assassiné. Le village a grand risque de la suspecter et de la condamner pour sorcellerie, se dit-elle. Autrefois, elle aurait suspecté un jeune homme qui avait été pendu pour avoir porté du tort à sa famille. Se pourrait-il qu'il ait survécu et que son exécution ait été déguisée ? À l'heure des ombres, elle s'engagea sur le sentier sinistre menant au cimetière pour le vérifier. Avec terreur, elle parcourut les allées entre les tombes, brandissant sa torche pour se repérer dans l'obscurité, sursautant à chaque craquement dans les buissons et se glaçant au moindre souffle du vent comme épiée par les morts. Arrivée au carré des suppliciés, elle attrapa une pioche et creusa frénétiquement la terre autour de la tombe du jeune homme à la hâte. Son cœur s'arrêta. Une lueur, des murmures. Prise sur le fait, Abigail fut condamnée pour sorcellerie et périt dans les flammes du bûcher. Dans un vaisseau spatial en perdition, un prisonnier amnésique se réveille dans une cellule sombre et exiguë, au bord de l'asphyxie. Ses poignets sont entravés par des menottes électroniques, et il se rend compte que la pièce est saturée d'une atmosphère irrespirable. Chaque inspiration lui brûle les poumons. Avec grande difficulté, il parvient finalement à forcer la porte de sa cellule et découvre des couloirs jonchés de cadavres, où les lumières clignotent de manière surréaliste. Les corps, déformés par la souffrance et la peur, sont éparpillés comme des marionnettes abandonnées. Il voit alors un moniteur indiquant une grave défaillance des systèmes, puis découvre une salle de contrôle avec des écrans d'ordinateur. Un enregistrement vidéo se déclenche. Il s'agit d'un scientifique désespéré révélant une expérience ratée et la libération d'un gaz mortel. Seul dans l'immensité noire de l'espace, il réalise qu'il est maintenant prisonnier de cette horreur cosmique et que le vaisseau continue sa dérive sinistre vers une destination inconnue. Il y a un meurtrier qui se dissimule en chacun de nous. Greg l'a découvert malgré lui pour 500 $ la journée. Ce matin-là, il se rendit à la base militaire pour participer à une expérience de psychologie sociale. Après avoir signé des décharges, un scientifique en blouse blanche, l'air autoritaire, l'accueillit froidement. On lui présenta un autre volontaire, séparé de lui par un miroir sans teint, communiquant uniquement par micro. Greg seul pouvait voir l'autre homme. Sa tâche ? Poser les questions de la feuille et infliger à l'autre une micro-décharge électrique en cas de mauvaise réponse. Tous deux riaient jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les décharges augmentaient en intensité au fur et à mesure des mauvaises réponses. Anticipant la suite, Greg voulut interrompre l'expérience. Le scientifique s'offusqua de son attitude et lui rappela qu'il était rémunéré pour exécuter cette mission d'utilité publique et que tout ce qui se passerait serait de sa responsabilité. Alors Greg continua et continua, malgré les hurlements et les supplications de l'autre, lui intimant de se concentrer. Soudain le déclic, il fouilla dans son sac, en sortit la fourchette pour son repas, qu'il planta dans la gorge de son voisin, dont la blouse devint écarlate. Autrefois, dans un village reculé de Norvège, une vieille légende parlait d'un navire fantôme appelé Droghen, qui apparaissait au large des côtes les nuits de tempête. On disait que ceux qui entendaient son appel lugubre étaient condamnés à disparaître. Une nuit d'hiver, une terrible tempête eut lieu. Les habitants se barricadèrent chez eux, écoutant les hurlements du vent et les vagues déchaînées. Au milieu des rafales, un chant sinistre, étrangement mélodieux, se fit entendre. Le lendemain matin, la tempête s'était apaisée. Mais quelque chose était différent. Des filets de brume persistante flottaient dans les rues, et une odeur de sel et de pourriture imprégnait l'air. En s'aventurant à l'extérieur, les villageois découvrirent que plusieurs maisons étaient vides, leurs occupants disparus sans laisser de traces, comme engloutis par les eaux. Depuis ce jour, chaque tempête rappelle au village la terrible malédiction du Droghen. Alors qu'il commence à se partager son corps, Thomas trouve un ultime réconfort dans le crépitement du foyer. Arctique, 1896. Ceci raconte les ultimes instants de Thomas, capitaine de l'Effroyable. Le navire est pris dans les glaces depuis 177 jours et on lui a appris qu'elle ne le libérerait pas de leur emprise cette année. Partis une 50aine d'âmes, ils sont désormais 14 à survivre. La cale ayant été partiellement incendiée lors de la dernière mutinerie, le rationnement devient intenable. Les membres de son équipage, lui inclus, sont atteints du scorbut, provoqué par le manque de nourriture fraîche, à un stade plus ou moins avancé.
Les centaines de kilomètres autour d'eux, constamment ravagés par les vents, n'ont révélé lors des précédentes expéditions rien d'autre qu'une longue étendue de glace. Son second, Jean, frappe à sa cabine, interrompant le cours de ses pensées et débute son rapport journalier. Comme lui, il a des plaies cutanées sur le visage et ses gencives saignent. Malgré sa torpeur, Domas perçoit que Jean dissimule une main dans son dos. Un éclair et le noir. Domas reprend ses esprits, traîné vers la salle centrale, au milieu des clameurs des membres de l'équipage, affamés. Dans un petit village reculé, une vieille légende hantait les habitants. Dans les bois, chaque nuit de pleine lune, une silhouette sombre rôdait. Cette ombre, connue sous le nom de l'errant, cherchait des âmes égarées pour les emmener dans son royaume de ténèbres. Emma, une jeune fille intrépide, ne croyait pas à ses contes. Une nuit de pleine lune, armée d'une lanterne et de son courage, elle s'enfonça au cœur des bois. Les arbres formaient des silhouettes menaçantes sous la lueur de la lune. Soudain, une ombre immense apparut devant elle. L'air se glaça, la lanterne vacilla, projetant des ombres inquiétantes. L'errant se tenait là, ses yeux brillants d'une lueur maléfique. Emma tenta de fuir, mais fut paralysée de peur. L'ombre s'avança, tendant une main décharnée vers elle. Juste avant de toucher Emma, la cloche de l'église du village sonna minuit. L'ombre disparut. Emma était sauvée. On vous a menti toute votre enfance sur ce conte. Elsa, le petit chaperon rouge, était follement amoureuse de Lucas, un jeune homme mystérieux qui, à la pleine lune, se transformait en loup-garou. Leur amour était interdit car la grand-mère du chaperon, mère du village, avait fait bannir le garçon. Elle le haïssait, le considérant comme une abomination. Malgré tout, le petit chaperon rouge continuait de rencontrer Lucas en secret. Dans les bois, ils s'abandonnaient à leurs désirs, parfois bestialement à l'approche de la pleine lune. Un soir, désespérée par les menaces de sa grand-mère, elle prit une décision radicale. Elle cueillit des fleurs, prépara un panier avec des pâtisseries et une bouteille de vin, dans laquelle elle y ajouta du poison. Elle se rendit chez sa grand-mère et, avec un sourire innocent, lui servit le vin empoisonné. La vieille femme mourut rapidement, son dernier souffle chargé d'une malédiction. Le petit chaperon rouge, croyant être libéré, retourna dans la forêt pour retrouver Lucas. Mais leur amour avait été irréversiblement souillé. Hantés par la mort de la grand-mère, le chaperon rouge et le loup se condamnèrent à une éternité de souffrance et de regrets. L'officier del Lago se leva d'un bond, mortifié. La lueur vacillante de la lampe projetait des ombres dansantes sur les murs, accentuant le sentiment de malaise qui l'étreignait. Le carnet, ouvert sur la table, constituait une preuve tangible de culpabilité du meurtrier. Il décrivait en détail comment avait eu lieu le meurtre sur lequel il enquêtait depuis des jours et de longues nuits. Une éternité, lui semblait-il, qu'il avait vu sombrer encore un peu plus. Aucune piste réelle et tellement d'hypothèses restaient jusqu'alors au stade de conjecture. Quand avait-il commencé à se laisser submerger par ce sentiment de noirceur? Enfin, tout faisait sens maintenant. Depuis le début de l'enquête, il avait été mené en bateau. Il avait perdu, plus profondément qu'il pensait, le contact avec la réalité. D'une résignation soudaine, Del Lago empoigna avec dégoût le carnet, écrit de sa main, n'osant pas parcourir les pages plus anciennes. L'esprit rempli d'images macabres du passé, faisant surface, il marcha lentement vers le commissariat. Une dernière fois, en tant qu'homme libre. Prenez garde à qui vous fréquentez. Une jeune femme sans emploi se fait contacter et engager à prix d'or par une mystérieuse société pour une mission étrange. Transmettre chaque matin aux aurores une lettre entre deux réceptions d'hôtel situées à 5 minutes à pied l'une de l'autre. Les consignes sont strictes, ne jamais ouvrir la lettre, faire le trajet à pied en partant à 6h06 du premier hôtel. Les premières semaines se passent sans incident, mais l'angoisse monte. La peur d'être impliquée dans quelque chose d'illégal la ronge jusqu'à ce qu'un matin, elle cède à la tentation et ouvre la lettre. Sidérée, mais étrangement rassurée, elle comprend qu'elle livre des lettres vides. Elle lève les yeux et découvre finalement la vérité. C'est un petit ami, un homme fortuné et obsédé. Chaque matin, il l'observait depuis sa terrasse plus haut, savourant son café, la regardant passer. Elle était un pion dans un jeu dérangeant, orchestré par un esprit tordu, incapable de la laisser partir de sa vie. Hors d'elle, elle monta sur sa terrasse, l'exhorta à sortir de sa vie pour toujours, déversant sur lui toute sa fureur. Le temps passa, et elle se remit avec lui.
Les invités dansèrent jusqu'à l'ultime souffle, esquivant les corps exténués de leurs pères tombés morts avant eux. Envoûtés, ils riaient comme des démons, sous les applaudissements de leur hôte, le comte se délectant de ce spectacle sinistre. Il savait qu'il aurait de quoi se nourrir pendant des semaines désormais. Tout avait commencé sous des auspices somptueux. Sa villa brillait de mille feux, et il avait été facile d'attirer l'élite de Long Island, curieux d'en connaître plus sur son nouveau propriétaire mystérieux. Alors que les derniers invités tombaient, le comte salivait de connaître le vainqueur de ce bal macabre. Le dernier debout aurait l'honneur de se faire vider de son sang en premier. Il ne pouvait plus attendre, tellement son appel était impérieux. Tapi dans l'ombre se tenait Bernard, vétéran de la Première Guerre mondiale, engagé sur le front français. Il avait perdu l'audition après une explosion d'obus. Pour autant, il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Avait-il la moindre chance ? La nuit était tombée sur la ville côtière. Émilie se promenait sur la plage déserte, attirée par une lueur étrange. En s'approchant, elle découvrit un manoir délabré, perché sur une falaise. Les fenêtres brisées et les volets battants donnaient une impression de vie à cette maison morte. Poussée par une curiosité morbide, Émilie monta les marches en pierre usée, menant à la porte massive. Avant qu'elle ne frappe, la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, la plongeant dans un froid glacial. À l'intérieur, les murs couverts de portraits anciens semblaient suivre ses mouvements. Un murmure sourd monta des profondeurs de la maison. Des ombres se déplacèrent dans les coins sombres, et un cri perçant déchira le silence. Émilie recula, mais une force invisible la poussa vers l'avant. Elle se retrouva face à un miroir antique, où elle vit son reflet. Et derrière elle, une figure spectrale aux yeux vides, la main tendue vers elle. Paniquée, elle se retourna, mais il n'y avait personne. Le manoir se referma sur elle dans un claquement, la laissant prisonnière de l'horreur.